Bienvenue sur Gabon 24, dans votre émission conçue pour vous faire revivre les temps forts de l'actualité avec des experts et des chroniqueurs spécialisés. L'actualité a été ces dernières semaines fortement marquée par l'adhésion du Gabon au Commonwealth, un tournant historique selon Ali Bongo Ondimba. Qu'est-ce que cela apporte au Gabon et qu'est-ce qui va réellement changer pour les populations? Décryptage et analyse dans quelques instants. On reste au Gabon où le Fonds monétaire international a redonné sa confiance aux autorités de Libreville en finalisant la deuxième tranche du mécanisme élargi de crédit à hauteur de 96 milliards de francs CFA. Et dans le monde de l'éducation, l'année académique s'est soldée par les examens de fin d'année entre hausse du taux de réussite au CEP et baisse au BPC et au bac. La tutelle se félicite pour l'organisation sans grand couac de ces examens. La fête de la musique a fait son comeback au Gabon. Durant 10 jours, la capitale gabonaise a vibré au rythme des sonorités locales. Et en sport, alors que le Gabon est présent à plusieurs compétitions, l'on s'interroge toujours sur la professionnalisation du sport dans le pays et particulièrement du sport roi. Un menu alléchant, une actualité riche et dense. La rétro de l'actualité, c'est parti. Alors que plusieurs décisions ont été prises lors du sommet des dirigeants de la CEDEAO ce 3 juillet à Accra au Ghana au Soudan, c'est un tout autre scénario. Les militaires ont cédé à la pression de la rue et laissé le pouvoir. À l'international, Emmanuel Macron a remanié son gouvernement après un échec aux législatives et des démissions en cascade sont signalées du côté de Londres. Mais tout ceci n'a pas empêché le Gabon de concrétiser son adhésion au Commonwealth, une victoire selon le président gabonais. Regardons ensemble cet élément et on en parle juste derrière. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, le continent africain a la plus forte population de jeunes dans le monde. 200 millions d'entre eux ont entre 15 et 24 ans. Le Gabon n'est pas exclu et ces chiffres vont doubler d'ici à 2045. Cette adhésion est donc une réelle opportunité pour la jeunesse gabonaise de bénéficier de fonds du Commonwealth destinés à la croissance économique et au développement des pays à travers l'apprentissage de l'anglais, des voyages d'études et des échanges commerciaux. À travers l'association des pays du Commonwealth et le Fonds pour la coopération technique joue un rôle important dans le progrès économique et social de ses membres, en favorisant un accroissement de leur rythme de croissance et de développement. L'exemple de l'adhésion du Rwanda il y a quelques années est une preuve. Et sur le plan socio-culturel également, il y a, et je crois qu'il y aura plusieurs avantages, dont dans un premier temps un brassage culturel pour les Gabonaises et les Gabonais à travers des possibilités de voyages d'études, de voyages médicaux, de voyages touristiques et bien d'autres. Pour le docteur Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela à Paris, il s'agit avant tout de la reconnaissance des efforts à l'attachement des valeurs prônées par le Commonwealth, en tête desquelles la démocratie, l'état de droit, mais aussi et surtout la préservation de la nature. Premièrement, il y a la reconnaissance des efforts du Gabon dans le respect des valeurs fondatrices de la communauté anglophone, notamment en matière de promotion de la démocratie, de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de développement durable dont le Gabon excelle dans les politiques publiques de protection de l'environnement. Deuxièmement, ce sont des retombées économiques majeures dans un club de 54 pays avec 2 milliards de consommateurs qui garantit un vaste marché extérieur pour l'exportation des produits gabonais, dont la politique de transformation commence à apporter ses fruits. Les résultats visibles de ces avantages multiples dépendent désormais de la capacité de les saisir et de les mettre en œuvre. Alors, Louis-Philippe Badinga, rédacteur en chef à l'agence gabonaise de presse, vient de me rejoindre sur ce plateau pour commenter ces grandes lignes de l'actualité. Bienvenue, Louis-Philippe Badinga, qu'on ne présente plus sur ce plateau. Merci, Marielle. Écoutez, on va commencer avec cette actualité brûlante du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est fait pour le Gabon, mais les populations gabonaises se posent la question, qu'est-ce qui va réellement changer? Mais justement, c'est la bonne question. Qu'est-ce qui va réellement changer? Tout dépend de ce que le Gabon voudra faire de son adhésion au Commonwealth. Et donc,
en rentrant dans le Commonwealth, comme il a été dit dans l'élément, le Gabon s'ouvre déjà à un marché économique, donc de plus de 2 milliards 400 millions d'individus. Donc ce n'est pas rien d'un point de vue économique. Voilà. Mais pour y aller d'un point de vue économique, il faut être prêt économiquement, justement. C'est ce que j'allais demander. Voilà. Que oui, on vante le fait que l'organisation permettra au Gabon de tisser de nouveaux partenariats, mais est-ce qu'au Gabon, le cadre des affaires est prêt? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ces nouveaux partenariats? En ce qui concerne le cadre des affaires, il y a une task force qui a travaillé très clairement sur donc le climat des affaires au Gabon, ça c'est très bien. Mais lorsqu'on s'ouvre à un tel marché, il faut être prêt d'un point de vue logistique, d'un point de vue commercial, il faut être prêt d'un point de vue des transports. Donc en réalité, nous devons savoir également ce que nous produisons, que produisons-nous et que voulons-nous vendre aux Indiens, que voulons-nous vendre aux Australiens, que voulons-nous vendre aux Canadiens qui sont justement dans cette organisation internationale. Et même à côté de nous, au Rwandais, on a vu comment le Rwanda a réalisé comme une sorte de boom finalement économique en intégrant cette organisation. C'est peut-être un pays qui pourrait faire école pour le Gabon. Oui, justement, le Rwanda a été un modèle et d'ailleurs en 2012, le président de la République, Ali Bongo, le disait déjà, avait pris le Rwanda comme modèle et on avait déjà même évoqué déjà à l'époque la possibilité donc d'intégrer l'anglais comme deuxième langue parce que le Gabon cognait justement à la porte du Commonwealth. Oui, le Rwanda est un modèle parce qu'il y a une vision, il y a une volonté et puis il y a les hommes et les moyens qu'on met pour atteindre cette vision et cette volonté. Et donc, il appartient au Gabon de mettre en œuvre sa vision. Mais il faut déjà la connaître. Donc, ce que nous attendons, en fait, des autorités, notamment des ministères impliqués dans la mise en marche, donc, j'ai envie de dire, dans le fonctionnement, voilà, dans cette... on va dire dans cet espace, c'est de nous présenter justement quelle est la vision du Gabon. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous produisons, qu'est-ce que nous vendons, quelle est notre logistique, quels sont nos moyens de transport pour pouvoir commercer et échanger. Et vous avez parlé justement du Rwanda, mais il est bien dommage que déjà même avec le Rwanda, donc en Afrique, nous avons du mal à échanger et à commercer. Et alors LP, Louis-Philippe Badinga, LP pour les intimes, vous parliez tantôt de la volonté du chef de l'État de faire de l'anglais une deuxième langue pour le pays. Est-ce qu'avec cette adhésion, il y a également cette question, le Gabon deviendra bilingue? Mais déjà, la volonté politique date de 2012. Justement, qu'avons-nous fait de cette volonté politique? Parce qu'en réalité, il était dit, je me souviens encore des propos du porte-parole de la présidence de la République à l'époque, qui disait à partir du pré-primaire, on devra se mettre à l'anglais. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Oui, bien sûr, au moment justement où on parle de l'anglais, beaucoup parlent aussi des autres langues. Et moi, je vais commencer à me poser la question de savoir, qu'avons-nous fait d'abord de notre francophonie? Voilà, j'y arrivais. Voilà, qu'avons-nous fait de notre francophonie, mais qu'avons-nous fait surtout de notre bantouphonie? Parce qu'en réalité, le Gabon, c'est quand même le pays du Sisiba. Quand même. Voilà, c'est le centre des civilisations bantou. Donc en réalité, dans la francophonie déjà, une nouvelle approche était celle de promouvoir les autres langues. Voilà. Et donc, en réalité, en entrant dans le Commonwealth, oui, nous devons parler l'anglais, mais en même temps, il faudra mettre des cadres pour parler l'anglais, parler le français et sauvegarder nos langues. Parce qu'en réalité, à partir de nos langues, nous vendons aussi nos cultures. Ça revient, en fait, au niveau du marché. En réalité, nous devons aller dans le Commonwealth avec toutes nos industries, les industries culturelles, les industries économiques et sociales. Et alors, Louis-Philippe Badinga, sur le plan diplomatique, vous avez évoqué la francophonie. Comment l'adhésion du Gabon dans le Commonwealth a-t-il été perçue ou a-t-elle été perçue, cette adhésion, par l'Organisation internationale de la francophonie et même par la France? Oui, avant, il faut d'abord dire que c'est un grand coup diplomatique pour le président Ali Bongo, c'est un grand coup diplomatique, mais il y a un niveau symbolique et il y a un niveau stratégique. Voilà, donc d'un point de vue strictement symbolique, le Gabon était perçu un peu comme en froid avec la France depuis un moment.
Et d'ailleurs, ça continue d'alimenter les débats dans l'opinion. Est-ce qu'il n'y a pas une brouille entre Libreville et Paris? Voilà, et il y en a qui pensent que c'est une erreur pour le Gabon d'être allé dans le Commonwealth. En réalité, il n'en est rien, parce que l'exemple rwandais nous montre bien qu'on peut très bien marcher sur ses deux pieds, c'est-à-dire avoir d'un côté le Commonwealth et de l'autre côté la francophonie. Et donc, comment cela a été perçu? Naturellement, ça ne peut pas toujours être bien pris si l'on pense qu'il y a dans la volonté du Gabon de s'éloigner en réalité du précaré francophone, pour ne pas dire du précaré français. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas péril en la demeure. Il y a donc une volonté également de préservation des acquis et d'ouverture finalement vers de nouveaux horizons. La France, puisqu'on en parle, connaît d'ailleurs en ce moment des remous au sein de l'exécutif après avoir essuyé un échec entre griffes aux législatives. Macron, qui devra donc se contenter d'une majorité relative, a dû remanier son gouvernement. Il garde Borne comme Premier ministre. Est-ce que le président français ne commet pas là, selon certains observateurs, une autre erreur de casting? Ah oui, il a fixé sa borne. Oui, je pense que à ce niveau quand même, le président Macron n'a pas entendu le vote des Français. Il faut déjà saluer dans ce qui se passe aujourd'hui toute l'intelligence politique de Jean-Luc Mélenchon, qui est en réalité le véritable architecte de la situation chaotique actuelle, chaotique entre guillemets, parce que nous avons là un président de la République qui ne dispose pas d'une majorité absolue au Parlement. Donc, ils ont imaginé la possibilité de négocier au cas par cas des lois. Oui, naturellement, ça va se faire parce que tous les partis ont intérêt à ce qu'un certain nombre de lois soient votées en fonction justement de leur vue. Mais en ce qui concerne donc le casting ici, il faut dire que le président Macron veut fixer la ligne. En fait, il n'entend pas lâcher la main malgré les votes de Français qui lui disent qu'en réalité, il n'a pas la majorité absolue, donc il n'est pas ce président jupitérien qu'il voulait incarner dès le début de son mandat. Avant de revenir sur le continent, il y a ces démissions en cascade du côté de Londres avec un Boris Johnson qui a annoncé sa démission de la tête du Parti des conservateurs. Votre commentaire? Ah oui, il faut retenir les leçons. Les leçons, ce sont les lois. Lorsque les lois sont votées, il faut les respecter. Et en commençant par le chef, c'est le chef qui doit donner l'exemple. Donc Boris Johnson est victime ici de ce que le chef ne donne pas l'exemple. Pourquoi il s'en va? Mais parce qu'il a organisé des fêtes pendant la période de confinement. Voilà, pendant la période de confinement, alors qu'il avait demandé à tous les Britanniques de cesser de se rassembler. Voyez-vous, ironie du sort. On a donc une page qui va certainement se tourner du côté de la Grande-Bretagne. On va observer cette actualité dans les jours qui suivent. Louis-Philippe Badinga, revenons donc sur le continent africain avec cette note de nécrologie. José Eduardo dos Santos s'est éteint avec lui. C'est une grande page également de l'histoire de l'Angola qui va se tourner. Que retient-on de l'homme et finalement de ses 37 ans au pouvoir? Oui, une très grande page de l'histoire africaine parce que Eduardo dos Santos incarne la période de la guerre froide, c'est-à-dire de la confrontation entre le bloc soviétique que lui il incarnait justement en Angola et le bloc occidental que le professeur Savimbi incarnait. Mais l'Angola, Eduardo dos Santos, donc c'est la figure de cette guerre d'indépendance qui a été menée justement contre, on va dire, la puissance tutélaire de l'époque, le Portugal. Donc, à travers donc, c'est cette lutte qui a été menée. Et justement, avec l'aide des partenaires du giron soviétique, comme Cuba. Voilà, Cuba qui a soutenu donc l'Angola pour devenir un pays libre, donc indépendant en 1975. Eduardo dos Santos, c'est une longévité au pouvoir, voilà, sans véritable partage, malgré une tentative de conciliation, de réconciliation avec le professeur Savimbi. Malheureusement, ça s'est terminé tragiquement. Mais Eduardo dos Santos incarne aussi, justement, ces souverains africains, la tragédie des rois nègres, tellement longtemps restés au pouvoir, ne voulant presque pas partir. Il est quand même parti. Mais l'histoire nous enseigne que la personne à qui il a passé le pouvoir, justement, a réglé des comptes. Et après l'Angola et après cette note de nécrologie, on va s'envoler du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu ce sommet de la CEDEAO, je ne vous apprends rien, Bamako en sort
blanchi, là également entre griffes. Le pouvoir de Ouagadougou doit revoir sa copie pour la durée de la transition. Et pour Conakry, c'est le statu quo. Est-ce que c'est finalement une victoire de la junte au pouvoir du côté du Mali de sortir de là avec les sanctions qui ont été levées? Finalement, elle a eu cette victoire face à la CEDEAO. La première chose qu'il faut dire à propos, c'est qu'il y a un principe universel, c'est la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Lorsque les militaires ont pris le pouvoir au Mali, ils ont été accompagnés, on va dire, par la ferveur populaire, parce qu'il y avait une volonté de changer une donne. Voilà, donc c'est une page qui s'est tournée, malheureusement, ou heureusement, le Mali appartient aussi à une zone très bien organisée, donc qui est la CEDEAO, et qui a cru bon, voilà, de pouvoir sanctionner le Mali pour que le coup d'État ne fasse pas justement école et crée une sorte d'instabilité. Vous savez très bien que pour le bien de l'Afrique, pour que les investisseurs croient en l'Afrique et viennent investir, il faut quand même une dose de stabilité. Voilà. Oui. Et donc, il fallait pour la CEDEAO et pour le gouvernement malien actuel trouver donc on va dire, voilà, un terrain d'entente pour le plus grand bien des Maliens. Mais est-ce que finalement cela ne remet pas en cause la crédibilité de l'institution même de la CEDEAO? Oui, mais justement parce qu'à un moment donné, des analyses, des commentateurs ont dit que la CEDEAO essayait de jouer les gendarmes de la France en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et donc, ce qu'il faut saluer, c'est que on a constaté donc une volonté, voilà, chez des dirigeants de la CEDEAO de ne pas non plus, j'ai envie de dire, en finir avec le Mali. Voilà, parce que la volonté quand même, c'est de garder ce pays qui est un pays pivot justement, voilà, en ce qui concerne le Sahel notamment. De cette sous-région-là, voilà. Quel scénario envisager donc Louis-Philippe Badinga du côté de Ouagadougou avec le retour de Blaise Compaoré? Oui, en fait, dès qu'on a tenu le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, il faut revenir à l'essentiel parce que des sagesses africaines relayées par Omar Bongo en son temps disaient souvent celui qui a gagné ne peut pas tout gagner, celui qui a perdu ne peut pas tout perdre. En réalité, si on doit construire un nouveau Burkina Faso, on doit le construire donc avec, j'ai envie de dire, des acteurs politiques qui sont à la fois proches donc de l'ancien président Thomas Sankara, mais aussi de Blaise Compaoré, parce qu'il faut bien une réconciliation pour que la stabilité véritable soit retrouvée. Rapidement, avant de passer à la rubrique de l'économie, nous l'avons annoncé, les choses bougent du côté de Khartoum. Au Soudan, l'armée a cédé à la pression de la rue et décidé de laisser le pouvoir. Votre lecture? Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les armes les plus sophistiquées possibles si on a avec soi, si on a contre soi la volonté populaire, on n'y peut rien. La volonté populaire finit toujours par triompher. Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi. Populi, Vox Dei. Nous le retiendrons, Louis-Philippe Badinga, et vous restez avec nous pour commenter les autres faits de l'actualité. Justement, en économie, Libreville veut renforcer sa coopération avec New Delhi. Le Gabon a récemment reçu la visite du vice-président indien. Mais avant de parler de cette coopération, intéressons-nous à l'enveloppe de crédit du Fonds monétaire international qui a intégralement été payé au Gabon. Regardons cet élément de Modeste Com et on se retrouve juste derrière. La condition du FMI était simple. Le Gabon n'allait pas bénéficier d'un nouveau décaissement s'il ne rendait pas public, avant juillet, le rapport des dépenses sur les fonds d'aide Covid-19. Les autorités gabonaises ne se sont pas fait attendre. Le rapport a été publié et résultat, le pays a bénéficié d'un décaissement de 155,29 millions de dollars, soit plus de 96 milliards de francs CFA, dans le cadre de l'accord au titre de mécanismes élargis de crédit. La crédibilité de notre institution, et ça c'est important qu'on le comprenne, c'est une fois qu'on s'entend avec le gouvernement sur une mesure, on s'en tient à la mesure. C'est ce que le gouvernement a fait et donc, légitimement, ils étaient fondés à ce qu'on fasse un décaissement. Un accord qui n'a pas manqué de nourrir les débats, remettant en cause la fiabilité de l'institution qui n'aurait pas tenu compte du rapport qui aurait révélé des incohérences dans la gouvernance des fonds mobilisés pour la gestion de la crise. Lors de son point de presse, Agou Gomez Bédia, le représentant résident du FMI au Gabon, a tenu à remettre les pendules à l'heure. La mesure du programme, au moment où l'audit n'était pas encore fait, n'était pas publier l'audit et s'il y a un problème dans l'audit, on ne fait pas de décaissement. Ça n'a jamais été la mesure.
Je rappelle que l'objectif de rendre cet audit public, parce que le gouvernement fait beaucoup d'audits, mais généralement qui ne sont pas publics. L'objectif de rendre l'audit public, c'est que les institutions et les forces vives de la nation, chacun avec leurs instruments respectifs, puissent prendre le dossier en charge. Le FMI a tout de même tenu à souligner qu'il est primordial de s'attaquer aux réformes structurelles, y compris les faiblesses en matière de gouvernance et de corruption, pour parvenir à une croissance forte et inclusive. Cela contribuerait à éliminer les goulots d'étranglement de l'économie et à promouvoir l'investissement privé. Et c'est Michel Tseni, spécialiste maison de ces questions d'économie que nous recevons aujourd'hui. Michel, une première participation sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Bienvenue. Et comment se porte l'économie gabonaise? L'économie gabonaise est de plus en plus croissante, Marielle Biogou. On imagine qu'elle devrait être davantage relancée. Puisqu'on parle de cette enveloppe du Fonds monétaire international, le bras de fer a été difficile entre l'institution de Bretton Woods et les autorités gabonaises. Mais le Gabon a réussi à regagner la confiance de l'institution. À quoi vont servir tous ces fonds? Marielle Biogou, le bras de fer n'a été que de courte durée, puisque l'institution de Bretton Woods a décaissé 4,26 milliards de francs CFA dans le cadre de l'accord élargi au titre du mécanisme élargi de crédit. Alors, à quoi vont servir ces fonds? Vous savez que le Gabon est lancé dans un plan d'accélération de la transformation qui se base sur 3 piliers principaux. Vous avez l'économie forestière, vous avez les mines avec le manganèse et vous avez le secteur agricole avec à la clé plusieurs projets dans les infrastructures, dans l'éducation et autres. Un plan d'accélération qui prend fin d'ailleurs en 2023. Il serait intéressant pour le gouvernement gabonais de véritablement accélérer les choses. Luifi Baninga, le FMI, précise toutefois, je cite le représentant résident, il est primordial de s'attaquer aux réformes structurelles, y compris les faiblesses en matière de gouvernance et de corruption pour parvenir à une croissance forte et inclusive. Fin de citation. Question, qu'est-ce qui a finalement prévalu comme critère pour que le FMI décaisse les 163 milliards de francs CFA si l'institution de Bretton Woods reconnaît finalement qu'il persiste des faiblesses de cet ordre-là? Et comment le Gabon peut revoir sa copie pour la suite de ce partenariat? Oui, bon, il est clair que la volonté du FMI n'est pas de voir le Gabon sombrer. Oui. Voilà, et le Gabon a justement besoin de cet argent pour relancer son économie au lendemain non seulement des effets de la crise du Covid, donc la crise sanitaire, mais des effets conjugués, donc doublés de la guerre en Ukraine. Les économies mondiales aujourd'hui sont fragiles et donc le Gabon, ce critère-là, a certainement pesé lourd dans la balance. Mais effectivement, le bras de fer dont vous parliez tout à l'heure, oui, certes de courte durée, mais sur un point essentiel, celui de la reddition des comptes. Ah oui. Oui, il y a des faiblesses en la matière. On ne peut pas d'année en année répéter les mêmes erreurs et ne pas pouvoir sanctionner les personnes justement impliquées. Le FMI avait demandé un audit sur l'utilisation des fonds Covid, justement. En réalité, en amont, l'Assemblée nationale avait mené une enquête parlementaire sur la question. Malheureusement, le rapport de cette enquête avait été remis en catimini quasiment au président de la République et puis on n'en a plus parlé. Mais que cache-t-on justement dans ce rapport? Il est normal que pour l'argent public, c'est de l'argent qu'on emprunte et que l'on doit rembourser. Il faut qu'il y ait des comptes clairs, que l'on dise à quoi a été affecté chaque, comment dire, à quel compte, à quel compte a été affecté chaque quantité d'argent. Il faut pouvoir le dire. Et cela donne de la confiance. C'est comme aussi, quand vous empruntez de l'argent chez le voisin. Oui, si vous ne remboursez pas cet argent, mais il ne vous fera plus confiance. Et comme on le dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Et finalement, c'est un signal que le FMI a lancé au Gabon, certainement pour la suite de ce partenariat. Certainement un signal et un avertissement. Le Gabon doit pouvoir retenir la leçon. On n'a pas à recevoir j'en veux dire, tous les jours, des leçons en public sur la gouvernance. La gouvernance et la bonne gouvernance, j'en veux dire, c'est le principe des États qui veulent se développer. Et Michel Tseni, nous avons eu, à côté de cette belle actualité consacrée au Fonds monétaire international, la visite du vice-président indien. Alors l'Inde, de son côté, envoie également un signal fort, quand même, en envoyant son vice-président du côté de Libreville, l'Inde qui est la deuxième destination, il faut le rappeler, des exportations gabonaises après la Chine. Comment le Gabon pourrait davantage tirer profit de ce partenariat avec New Delhi?
Il faut dire que le Gabon et l'Inde, c'est une coopération vieille de 30 ans. Alors, le Gabon est de plus en plus attractif. Oui. Comment pourrait-on donc renforcer cette coopération? Il faut d'abord partir du principe de ce que l'Inde a à nous offrir. L'Inde peut nous offrir, ils excellent dans l'industrie du textile, des produits chimiques, de la transformation des aliments, Oui. de l'acier, des matières, du matériel de transport, du ciment, du pétrole, etc. Et même également dans les produits pharmaceutiques. Alors le Gabon va donc regarder comment asseoir cette coopération. Il vous souviendra que le vice-président indien est arrivé au Gabon. Oui. Et ces hommes d'affaires, accompagnés des hommes d'affaires, ils sont allés également au niveau de la zone spéciale économique de Nkok pour voir comment renforcer cette coopération économique, mais également sur le plan diplomatique. En tout cas, on peut espérer pour le Gabon qu'il y a de beaux jours pour la relance de l'économie, notamment avec ce genre de partenariat. Merci à vous, Michel Seni, de continuer de suivre donc pour Gabon 24 l'actualité économique. On espère vous revoir très vite sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Et c'est la fin donc de cette première partie, chers téléspectateurs de la rétro de l'actu. Ne zappez pas, puisque l'éducation, la culture et le sport ont également fait parler d'eux durant ce mois. Le débrief, juste derrière cette courte transition. Éducation, culture et sport sont au menu de cette deuxième partie de la rétro de l'actualité et de 2 pour le concours national du meilleur élève, une initiative du président de la République visant à récompenser les élèves les plus méritants du Gabon. Nous le verrons avec Linda Ningon qui reviendra d'abord sur les résultats des examens de fin d'année au Gabon. On regarde cet élément et on en parle juste derrière. Après une attente de plus de 2 heures, c'est finalement vers midi que les résultats du baccalauréat ont été rendus disponibles ce samedi à travers tout le territoire gabonais sur les différentes plateformes Xgest et Kewa. Une proclamation dématérialisée et empreinte d'émotion. C'est comme vous pouvez voir l'engouement. Pour l'instant, malheureusement, on déplore de récalés. Mais sinon, le reste, vraiment, tout va bien. C'est pratiquement 100%. Juste quelques-uns qui n'ont pas bien travaillé, 2 personnes pour l'instant. Et donc, on va lancer le recours parce qu'ils sont récalés pratiquement avec des 7,92, 7,96. C'est donc progressivement que les admis et les admissibles de cette plateforme regagnaient leur QG. Sur leur visage, la joie et de la reconnaissance. Je suis arrivée en décembre et arrivée ici, j'avais des difficultés, j'avais des lacunes en histoire géo, en français, en philo. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai appris de monsieur Oshimi et je me suis améliorée. Là, je crois le 11, on a déchiré les tenues ici. Et aujourd'hui, c'est le 25 et j'ai le bac d'office. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. La formalité du baccalauréat a été remplie en bonne et due forme. Le sage, c'est voir ce que les incrédules ne peuvent pas voir debout. Moi, j'ai su voir ma réussite. Par mon travail, par les efforts que j'ai eu à fournir, je savais que Dieu ne pouvait pas me laisser en vain. J'ai travaillé, j'ai eu mon bac d'office. J'ai rempli les formalités, je viens vous confirmer ce qui avait déjà été dit depuis des années, des millénaires. Le produit d'Oshimi en personne. Regardez, on vous confirme ça, il n'y a rien là. C'était juste des formalités, j'ai fait que répéter. Au moment où nous quittons les lieux, les candidats admissibles étaient en entretien pour voir dans quelle matière ils doivent revenir pour le second tour. Louis-Philippe Balinga qui est toujours avec nous sur ce plateau de la rétro de l'actualité et Linda Ningon qui vient de nous rejoindre. Bienvenue Linda. Merci Marielle, bonjour. Avec votre belle coiffure et vos lunettes qui vous vont à ravir, vous êtes prête à parler de ces questions d'éducation? Bien sûr, merci pour le compliment. Peut-être déjà un commentaire d'entrée de jeu sur ces résultats. On a vu le sourire, la joie sur le visage de ces jeunes bacheliers sur les résultats donc du bac, mais aussi du BPC et du CEP. Votre commentaire, Linda? Alors, comme on le dit souvent, les chiffres ne montrent pas. Et selon les données de la Direction générale des examens et concours, cette année au CEP, on a eu un taux d'admission de 80% comparativement à l'année 2021 où les chiffres étaient à 53,81%. Donc, on a un gain de 20 points. Une véritable hausse, ouais. Voilà, par contre, au niveau du BPC, nous sommes en shit lips, je peux me permettre l'expression. Donc, l'année dernière, on était à 79,39% du taux d'admission. Cette année, on a baissé pratiquement de 10 points. On est à 68,96%.
100%. Même constat au niveau du baccalauréat technique, où en 2021, on a frôlé les 100%, on avait un taux d'admission de 98,69%, et malheureusement, cette année, on est à 67,90%, soit une baisse de plus de 20 points. Au niveau du bac général, donc en 2021, on était à 72,77%, et cette année, on est à 77,40%. Une légère augmentation de 3 points a été relevée. Alors, la ministre de tutelle, Linda Lingon, a dit que ces résultats reflètent le niveau réel des apprenants. Est-ce qu'il faut constater, pour le regretter, finalement, que le niveau des apprenants baisse au fil des années ? J'aime bien cette question et par rapport à cela, je vous ai préparé un petit briefing, Marielle, si vous me permettez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour étayer, du moins ce que la ministre disait, donc c'est-à-dire que dans une école, on a forcément des élèves excellents, moins brillants. C'est comme ça chaque année, on ne va pas sortir de la norme. Maintenant, pour titiller un peu ce que la ministre disait, donc pour refuter, je veux me baser sur les faits. Premier fait, critères d'évaluation. Donc, en étant journaliste reporter, j'ai parcouru plusieurs centres et avec ma curiosité légendaire, je me suis rapprochée du bureau. Et là, je dis, est-ce que je peux voir la fiche d'évaluation? Et quand j'ai jeté un coup d'œil, parce qu'ils n'ont pas permis que je filme, vous savez, ces choses sont secrètes au niveau du secrétariat, c'est des choses qu'on ne donne pas facilement à la presse. Assez sensible. J'ai jeté un coup d'œil et je me suis dit, juste le fait de mettre correctement son nom, sa date, le titre, on avait un point. Je me dis, waouh, c'est donné. Donc, si on respecte seulement la méthodologie, le respect de la méthodologie nous fait gagner un gain de 5 points. Donc, je me dis, ce n'est pas des avantages qu'on a lorsqu'on est en classe, par exemple. En classe, tu as des zéros. Donc, que tu sois hors sujet, enfin, que tu es hors sujet ou pas, que tu respectes la méthodologie, c'est 0. Donc, vous voyez qu'au niveau des examens, on a déjà ce gain-là en matière de méthodologie. La méthodologie nous permet déjà d'avoir un certain nombre de points. J'ai écrit correctement mon nom, j'ai mis la date, j'ai mis les questions, même si je n'ai pas mis des réponses, j'ai un petit 0,25 par-ci, par-là. Donc, on se demande finalement, est-ce que, par rapport aux critères, par rapport à la grille, est-ce que vraiment nos apprenants ont un niveau? Parce qu'on va sous-entendre que celui qui a dit ça normalement 5 en classe. Bon, c'est la question que la profane que je suis peut relever normalement. Donc, on a ce critère d'évaluation, on a la qualité des épreuves. Mais alors là, Marielle, je vous fais pas dire. Sur la toile, l'épreuve d'orthographe... On a d'ailleurs regardé, on a vu certaines épreuves circuler. Il y a eu la polémique sur les réseaux sociaux parce que certains se disaient que ça ne fait pas la classe de 3e, que ces épreuves-là, c'était des épreuves du C1, du CP, si vous voulez. Mais ce qui ressort derrière, par contre, Marie, c'est de se dire, est-ce que les parents aujourd'hui ont un regard sur les apprentissages de leur enfant, sur les cours? Parce que ces cours-là, ils l'ont vu durant l'année scolaire, c'est-à-dire qu'un enfant de 3e... Et là c'est ma prochaine question, peut-être à lui, Philippe Balinga. Est-ce qu'ici, par rapport aux résultats des examens de fin d'année, il faut pointer du doigt les seuls apprenants ou il y a également les parents, comme disait Linda Lingon, mais peut-être aussi le corps enseignant? Oui, justement, Marielle, il faut déjà dire qu'à la base, que ce soit la famille ou l'école, ce sont des cercles vertueux, mais qui sont de plus en plus devenus des cercles vicieux. Malheureusement. Voilà. Et donc, malheureusement, les parents ne jouent pas toujours leur rôle d'éducateur. Et malheureusement, à l'école, les élèves sont déjà, pour certains enseignants, j'ai envie de dire, sont des proies parfois pour certains enseignants devenus des véritables prédateurs. Le milieu scolaire est devenu un milieu très violent. On a vu plusieurs années durant avec ces histoires de violence qui vont jusqu'à des meurtres en milieu scolaire. C'est quand même terrible. Donc, les responsabilités sont partagées, mais en réalité, il appartient à l'État de fixer le cadre dans lequel ces jeunes vont à l'école. Et en plus, il faut fixer aussi les contenus, parce qu'en réalité, l'école que nous faisons, c'est une école calquée sur un schéma colonial, sinon post-colonial. En réalité, nous devons construire une école qui réponde déjà à notre culture et à nos besoins réels. C'est cela, l'école. En réalité, nous devons étudier tout ce qu'on a étudié. Oui, certainement, c'est très bien. Mais nous devons pouvoir étudier pour participer au développement de notre pays
dans tous les sens. Effectivement, Louis-Philippe Baninga, et ce n'est pas le ministère de tutelle qui sera contre ce que vous dites. Linda Ningonon a d'ailleurs vu des moyennes assez impressionnantes lors des résultats de ces examens, notamment pour le certificat d'études primaires. On ose croire que ces élèves vont être primés lors de la 2e édition du concours national du meilleur élève, où on est d'ailleurs dans les préparatifs. Et quelle est la particularité de cette 2e édition ? Alors, la 2e édition, comme la première, vise à encourager l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire les meilleurs sur le plan national, meilleurs au CEB, meilleurs au BPC, meilleurs au bac, mais meilleurs également dans les classes intermédiaires. Alors, on a eu au niveau de Gabon 24 le privilège de suivre un des meilleurs au CEB, le jeune Benjamin Bekalé. On s'en souvient, très bien, 20 sur 20. Avec 20 sur 20, c'est vraiment une première. Il a battu tous les records. Et je me dis, ça mérite d'être encouragé. Ça mérite d'être encouragé parce que souvent, la population gabonaise est très sceptique quant à la remise des prix par le président. Parfois, on se dit c'est des parents, c'est des enfants des ministres, c'est des enfants des autorités, c'est des enfants même de l'organisation. Parfois, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous, au niveau de Gabon 24, on a tenu à les toucher du doigt, montrer le cadre de vie, voir le parent, le père et la mère de l'enfant pour que plus tard, s'il est récompensé par le président de la République, on ne dira pas qu'il a été question de placement. Et montrer également qu'au niveau du Gabon, il y a de véritables génies comme ce jeune que vous veniez de citer. Merci à vous, Linda Ningonon, pour votre aisance à parler de ces questions-là d'éducation. Nous espérons vous retrouver très vite sur ce plateau de la rétro, de l'actualité qui se poursuit donc avec de la culture. Et c'est une autre femme de la rédaction de Gabon 24 qui va prendre votre place. Elle va donc venir nous parler de ces questions de culture puisque la capitale gabonaise a accueilli la 8e édition des Samba professionnels, un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences qui a vu la participation d'experts. Mais avant, on parle d'un autre rendez-vous et pas des moindres, celui de la fête de la musique qui a signé son grand retour. Regardons et on se retrouve. Tout comme le public qui est venu nombreux, les artistes, toutes générations confondues, ont également répondu présent à ce rendez-vous culturel. C'est vraiment un très grand plaisir pour nous les artistes, de retrouver notre public et surtout ce jeune que moi personnellement je compte vraiment partager la culture avec eux. Instruments traditionnels et musique moderne, la fête de la musique cette année tourne autour de ce thème, lourd de symboles. C'est vraiment un thème qui est très important parce qu'il faut préserver notre héritage culturel. Voilà, à travers notre musique traditionnelle, tout en s'ouvrant aux autres. À travers ce concert, les autorités gabonaises ont émis le souhait de valoriser la musique gabonaise par ses musiciens et artistes confondus. Actuellement, je suis la tête dans le gololo qui fait un peu plus dans le tradi moderne Mboudi. Je dis bien Mboudi. C'est un rythme de chez moi et voilà, c'est une particularité et beaucoup n'en font pas. Voilà. Pour nous, c'est une première fête. En tant que femme et quand on orchestre 100% femmes, être dans un lieu comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Être au milieu de tout le monde pendant la fête de la musique, en fait. Célébrer la musique gabonaise, c'est aussi à travers la danse, elle qui obéit à un rythme musical pour le plaisir des mélomanes, comme ce fut le cas avec notre Michael National. La saveur, l'odeur de la scène nous manquait et on en avait à revendre. Un artiste n'existe que lorsqu'il est sur scène. Nous qui faisons dans l'œuvre de l'esprit et surtout qui sommes dans le spectacle vivant, c'est la scène qui nous fait vivre. La fête de la musique se poursuit avec des conférences, émissions, plateaux et animations, mais aussi deux autres concerts populaires le 26 juin à l'esplanade de la gare d'Ovendo et le 30 juin au rond-point de Nzengayong. David Obola, je vous sens prête à nous partager votre passion pour la culture. Bienvenue sur ce plateau de la rétro de l'actualité, vous nous avez manqué. Merci Marielle. Ah ouais, c'est intéressant de l'écouter. Vous avez manqué à la rétro de l'actualité, mais ça tombe bien puisque vous revenez et la fête de la musique également revient. Après 2 ans de Covid-19, les artistes ont donc renoué avec la scène. Un grand moment, on l'imagine. David Obola, vous qui avez couvert cet événement, peut-être nous raconter un peu une sorte de partage d'expérience. Les artistes ont pu communier avec leur public, avec les autorités qui étaient là.
Oui. Comment ça s'est passé? Oui, c'est une opportunité. C'était une opportunité pour les artistes gabonais, aussi bien pour les artistes gabonais que pour les amoureux de musique, parce qu'il faut quand même dire, tu l'as dit, ça fait 2 ans que les artistes n'étaient pas sur scène. Et lorsqu'on écoute ces artistes, oui, ils avaient envie d'être sur la scène. Et d'ailleurs, les images qu'on a vues tout à l'heure parlent d'elles-mêmes. C'est sans commentaire. Mais c'est dire simplement que la fête de la musique cette année, la 40e édition de la fête de la musique cette année est une aubaine pour ces artistes qui après plusieurs années, n'ont pas communié avec le public, n'ont pas communié avec leurs fans. Voilà, on peut le dire ainsi. Et peut-être préciser également que c'est la période de vacances, hein. Nous sommes en juillet. Oui, la fête de la musique, la 40e édition de la fête de la musique, elle s'est tenue en juin, le 21 juin, comme chaque année d'ailleurs. Et qui dit juin, dit effectivement période relative aux célébrations culturelles. Donc plusieurs événements se sont déroulés, en l'occurrence cette célébration de la fête de la musique. Donc c'était simplement une aubaine pour ces artistes qui ont pris plaisir à communier avec le public. Mais il y a, Louis-Philippe, je me tourne vers vous, cette question du statut des artistes. Cette fête de la musique a certainement été un moment de réjouissance, mais un moment aussi où il fallait se poser les bonnes questions. Où en est-on dans l'encadrement du statut de l'artiste au niveau du Gabon? Oui, la question du statut de l'artiste se pose depuis plusieurs années. Mais à mon sens, pour moi, les artistes ne devraient pas se battre sur la question du statut, parce qu'en réalité, c'est des situations un peu de facilité. Le vrai combat est celui sur les industries culturelles, c'est-à-dire qu'il faut un cadre dans lequel les artistes se meuvent, agissent, voilà, pour pouvoir vivre véritablement de leur art. La véritable question, c'est celle aussi des droits d'auteur. Des droits d'auteur, voilà, finalement. Et on a remarqué qu'il y avait le Bugada qui était présent, du moins lors de la première journée du côté de Gabon Télévision. Oui, justement. Donc, les artistes doivent se battre pour les droits d'auteur et pour les industries culturelles. Ces industries culturelles qui doivent faire vivre tous les arts, pas seulement la musique, mais également tous les arts. Que ce soit la peinture, la danse, le slam, le roman, le théâtre et tout cela. C'est cela qui produit de la richesse. Donc il appartient à l'État de construire ces industries culturelles qui font vivre des gens. Mais nous avons besoin aussi de la musique. La musique adoucit les mœurs. Nous avons besoin du théâtre pour rire. Parce que quand on est crispé, on ne peut pas aller très loin. Et même qu'à une certaine époque, on avait le théâtre qui était enseigné dans certains établissements, chose qui n'existe plus, alors que cela contribue également à faire vivre. Et là, on renoue avec l'école. C'est-à-dire, quelle est cette école que nous voulons construire? Mais c'est cette école qui enseigne notre musique, cette école qui enseigne notre théâtre. Combien de Gabonais aujourd'hui connaissent Vincent de Ponyonda? Combien de Gabonais connaissent Dominique Douma? Voilà, donc il en est de même pour la musique. Nous avons vu Vico Secondo qui se bat toujours. Le roi du Tandima. Voilà, le roi du Tandima. Donc en réalité, il faut construire ces industries culturelles. Il faut construire donc tout ce qui tourne autour des droits d'auteur pour que les artistes vivent véritablement de leurs arts. Ils n'ont pas besoin d'un statut particulier. Non, ils doivent simplement bénéficier d'un cadre qui leur garantisse donc des droits d'auteur, mais également la capacité de se produire. Donc on a besoin de salles de spectacle, on a besoin de producteurs, on a besoin des studios pour enregistrer tout cela. Alors, David Obola, il y a eu la fête de la musique d'une part. Vous auriez certainement eu envie de nous partager encore bien d'autres choses sur ces manifestations belles où on a vu la présence d'ailleurs des ministres de tutelle. Mais il y a également eu d'un autre côté la 8e édition des Samba professionnels. Peut-être l'occasion sur ce plateau de nous partager là également votre expérience par rapport à cette 8e édition consacrée d'ailleurs en hommage à Amobé Meveke, un grand visage, hein, Louis-Philippe Badinga de l'audiovisuel. Oui, déjà, lorsqu'on parle des Samba professionnels, il faut avoir en image ce séminaire de partage d'expérience. Et donc, pour la 8e édition des Samba professionnels, j'y ai participé à l'atelier culture et entreprise. Ah ben tant mieux, puisqu'on parlait de culture bien avant. Bien sûr, on parlait de l'atelier culture et entreprise. Et donc, dans cet atelier, du moins pour cette année, il était question pour les formateurs, notamment, je pense comme ça à mon formateur,
l'heure le docteur Massamba Gueye, qui revient tout droit du Sénégal pour venir partager son expérience. Et donc, je disais, dans cet atelier culture et entreprise, il était question, pour cette année du moins, de montrer un peu, d'emmener les acteurs culturels que nous sommes, de passer de statut d'acteur culturel à entrepreneur culturel. Parce que c'est vrai, on parle d'acteur culturel, oui, mais il faut que l'artiste vive de son art. Il faut que les artistes, tous les artistes confondus, tous les secteurs confondus, puissent, n'est-ce pas, bénéficier, savoir tirer profit de l'art. De leurs activités artistiques. C'était l'enjeu, n'est-ce pas, dans l'atelier culture et entreprise. Mais il faut également dire, Marielle, pour l'édition 2022 de Samba professionnel, contrairement aux éditions antérieures, eh bien, cette année, il y a eu 11 ateliers. Quand même. 11 secteurs étaient représentés au Samba professionnel. On parlait de l'atelier culture et entreprise, on parlait de l'atelier centré entrepreneurial, médias et journalisme, cinéma, métier du sport et bien plus encore. Donc, vraiment, cet atelier, que dis-je, c'est Samba professionnel édition 2022. C'était vraiment un melting pot de connaissances avec tous ces coachs qui sont venus de tous les pays pour partager avec les participants, avec tous ces participants qui ont bien voulu prendre de leur temps, participer 10 jours durant au Samba professionnel, leur expérience et surtout présenter des rouages, sinon des techniques, comment passer d'un statut à un autre. Et je vais peut-être terminer par là. Il faut dire que lorsqu'on va au Samba professionnel, le tout n'est pas d'y participer, le tout n'est pas d'aller et de se dire que je vais et je verrai ce que les coachs vont me dire. Non, il faut aller au départ avec un projet bien élaboré. Lorsque tu vas au Samba professionnel, tu attends quoi des Samba professionnels? C'est cela. Tu vas avec un projet culturel, tu sais où tu vas et ces coachs qui ont été mandatés pour ces Samba, pour ces séminaires d'échange vont, n'est-ce pas, à travers leur technique, t'emmener à peut-être sortir de ta coquille. Merci à vous, David Obola, d'être passé sur ce plateau avec votre passion que vous nous communiquez à chaque fois que vous passez par ici. C'est moi. Merci encore et nous parlons de sport pour la boucle, reprise du 10 km de Port-Gentil cette année avec la victoire d'un Kényan. Mais avant d'aborder cette compétition internationale, revenons un peu sur la professionnalisation du football au Gabon. Les voyants sont au rouge du côté du Gabon, surtout que les acteurs eux-mêmes se sentent toujours abandonnés. Regardons, on retrouve Gaël Mapessi pour clore. La CAN 2012 devrait être le fer de lance de la professionnalisation du football gabonais. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, à la lumière de l'engouement suscité autour de la Biennale du football africain, avait décidé de lancer la professionnalisation des championnats d'élite en vue de rendre compétitifs les clubs et donner au football national un rayonnement continental. Accompagnement, financement colossaux alloués à la Ligue nationale de football. Expertise internationale, communication bling-bling. Tout était fait pour que ce championnat dit professionnel attire du monde et surtout fasse vivre ses acteurs. Mais 10 ans plus tard, le constat est amer. La professionnalisation du national foot n'a pas tenu ses promesses et les effets escomptés ont été trop éphémères pour être visibles, alors que les chiffres cumulés en dizaines de milliards de francs CFA ont été injectés par l'État et les dettes se sont accumulées, surtout pour les clubs. Plus d'un an après les assises du football et la reprise du National Foot 1 et 2 après 2 ans d'hibernation liés à la Covid-19, les choses n'ont pas bougé. Les joueurs ne sont toujours pas payés entièrement. Pire, l'on a assisté à des scènes surréalistes. Des équipes qui utilisent les pirogues comme embarcation ou des clubs qui sont logés dans des lieux indécents, pour ne citer que cela. Si la LINAF et la NFPG se sont toutes deux fendues de communiquer sur la question des versements des salaires, il n'en demeure pas moins que depuis que le chef de l'État a lancé la professionnalisation du football, de nombreux clubs ont été créés, mais peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir des critères que requiert un championnat professionnel. Peu de clubs sont à ce jour sur le plan administratif ou possèdent des centres de formation, encore moins de stades, et ce malgré des montants alloués. Gaël Mapessi, toujours d'attaque pour parler de sport. Bienvenue sur ce plateau de la rétro de l'actualité. C'est toujours un plaisir, Marielle, de parler de sport, surtout quand il s'agit du football notamment. Mais je vous pose la question directement. Qu'est-ce qui bloque encore dans la professionnalisation du sport? On a vu la volonté du président de la République, on a vu le lancement du championnat professionnel, mais pourquoi ça a du mal à prendre? Barel Biogou, après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand on parle de football professionnel, de championnat professionnel au niveau du Gabon, parce que je pense que ce n'est pas le cas. Pour prendre
déjà l'exemple des infrastructures. Vous savez, en 2006, alors que l'Afrique du Sud préparait son mondial en 2010, la FIFA avait mis en place un programme qui s'appelait Aider l'Afrique avec l'Afrique. Donc c'est un programme qui avait pour objectif d'accompagner les pays africains de manière à ce que les pays africains se dotent d'infrastructures sportives de qualité adéquate pour pouvoir permettre et favoriser la pratique d'un football de qualité. Donc, pour parler de football professionnel, de sport en général, mais puisque c'est le cas de football, pour parler de football professionnel, il faut d'abord parler de la qualité d'infrastructure. Et quand on regarde le nombre d'équipes, aujourd'hui on en a 12, 13, 14 équipes en ce qui concerne le Gabon au championnat. On a à peine 2 ou 3 qui ont des stades. Donc c'est pour dire qu'il y a un problème. Et quand on regarde au-delà de la structuration, donc des infrastructures, il y a également le footballeur qui est la pièce maîtresse, parce qu'il n'y a pas de football sans footballeur. Ce n'est pas possible de parler de football, de professionnalisation de football, alors que jusqu'aujourd'hui, les footballeurs sont précarisés. Ils ont manifesté cette semaine de manière pacifique. Ils se sont assis pour réclamer le paiement de leur salaire depuis que le championnat a repris. Malheureusement, ces footballeurs, 80% d'entre eux n'ont pas encore perçu de salaire. Parlez-moi de professionnalisation du football au niveau du Gabon, Marielle Biogou, je ne suis pas d'accord avec vous. Après, il y a au-delà de l'organisation même des clubs, parce que c'est la tutelle, c'est le ministère des Sports qui impulse une dynamique, qui impulse le sport, qui donne l'orientation au club. Je suis ministre des Sports. Je permets qu'un club existe alors que ce club n'a pas de stade de football, il y a un problème. Je permets qu'un club existe alors que ce club n'a pas de petite catégorie, il y a un problème. Parce que quand on parle de professionnalisation également, on parle des différentes catégories. On n'a pas que la première division. On a la deuxième, la troisième. On a même le football féminin. Vous voyez les grands clubs en Europe. Pour prendre le cas de Barcelone, le PSG, pour prendre le cas de Lyon, pour prendre le cas du Real Madrid. Ce sont des clubs qui sont organisés de manière à ce qu'il n'y a pas... Parce que c'est le football amateur qui fournit le football professionnel. Donc, si les petites catégories sont négligées, on ne peut pas avoir de football de qualité, on ne peut pas avoir un championnat de qualité, parler de football professionnel au Gabon. Louis-Philippe Belinga, est-ce que c'est une vue de l'esprit d'espérer en une professionnalisation du football au Gabon? Mais non, Marielle. La réalité, c'est que le sport aujourd'hui est devenu une industrie. Et le football, vous voyez comment de nombreux Gabonais s'entre-déchirent entre le Real de Madrid et le Barça. Mais la réalité, c'est que quand on recule dans le temps, les Gabonais allaient au stade pour aller suivre FC 105 Sogara, Petro. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, mais le problème, c'est que on n'a pas construit ce cadre, cet écosystème. On revient aux industries. Cette fois-ci dans le domaine du sport. Il faut un écosystème. Pendant longtemps, le gouvernement ne subventionnait pas le football. Pourtant, il y avait des présidents fondateurs qui faisaient fonctionner leur club. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on leur a donné de l'argent, ils ont cessé, j'ai envie de dire, de travailler. Ils sont devenus attentistes. En réalité, quand l'État avait décidé de donner 50 millions, je ne sais plus, par mois, ou par an au club, mais il fallait conditionnaliser. Il faut conditionnaliser. On ne peut pas se lever un matin, on distribue de l'argent. Non, il faut conditionnaliser. Conditionnaliser, c'est remplir des critères. Alors, vous êtes un club, vous devez avoir les différentes strates d'un club. Vous avez des poussins, des minimes, des cadets, des juniors, ainsi de suite. C'est cela. Après pour coller un peu à ce que Philippe dit, quand il parle d'organiser l'écosystème du football, sur les papiers, ça existe. Dernièrement, le ministre des Sports allait défendre la politique nationale du sport qui a été finalement adoptée par les 2 chambres du Parlement. Mais il n'y a que derrière, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction derrière. Parce qu'il y a des textes qui... Tous les clubs qui existent ont un cahier de charges avant chaque début des saisons. Donc ça veut dire que c'est régi. On sait que chaque début de saison, chaque club doit avoir au minimum ça. Mais le cahier des charges n'est pas respecté. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, mais pourtant, on se lance quand même dans le championnat national. Aujourd'hui, on risque de ne pas... Déjà que ce n'est pas un championnat, parce que ça ne se joue pas normalement comme ça se fait. On appelle ça des play-offs. Le championnat, chez les autres, ça ne se joue pas comme on le fait au Gabon. Donc, ce n'est pas véritablement un championnat, mais on risque
malheureusement, de ne pas certainement terminer ce championnat. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore cette question de salaire impayé des footballeurs qui revient à chaque sur fois. La table. Donc je pense qu'il faut que le ministre de tutelle prenne ses responsabilités. Il faut sanctionner les clubs qui ne veulent pas s'aligner au cahier des charges donné par le ministère. Il y a encore à redire sur cette question de professionnalisation du sport. Rapidement, pour terminer, il y a le 10 km de Port-Gentil qui a été relancé. Une belle expérience, vous y avez participé. Enfin, vous l'avez couvert, vu que vous n'êtes pas un athlète. J'ai participé parce qu'après, il fallait courir un peu. Les Kenyans et les Éthiopiens qui sont arrivés. Voilà, on a vu le Kenya qui a raflé la mise. Finalement, on se pose toujours la question, à quel niveau des athlètes gabonais? À quel niveau des athlètes gabonais? Vous faites bien de poser la question. Marielle Biogou, malheureusement, on organise souvent des compétitions pour les autres, parce que nous-mêmes, en amont, on ne se prépare pas. Le plus important, c'est de participer, comme on dit au quartier. Le plus important, c'est de participer. On ne se prépare jamais. Figurez-vous, on était à la 4e édition de la Tropicale. On était à la 4e édition du 10 km de Port-Gentil, mais pour la première fois, en 4 éditions, pour la première fois, que l'équipe nationale gabonaise a pris part. C'est un scandale. C'est un scandale. Il a fallu attendre une 4e édition. Après, on va dire que oui, parce que la fédération gabonaise d'athlétisme n'existait presque pas, mais les athlètes étaient là. Donc, il n'y a aucune organisation qui est faite autour de ces athlètes-là pour pouvoir être ensemble, sinon faire les mêmes performances. On a vu Mibale qui a remporté chez des amateurs, l'athlète gabonais, qui a clairement dit qu'on a les mêmes capacités que les Kenyans qui ont remporté. Mais c'est juste que derrière, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas de soutien. C'est Luffy Baniga, dernier mot pour clore cette émission. Oui, justement, le gros problème, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a des cadres qui existent peut-être sur le papier, mais malheureusement, on ne fait pas tout pour les mettre en forme. Et quand on revient à la question de l'athlétisme, l'athlétisme a été marqué par des guéguerres à la tête de la fédération, comme un bon nombre de fédérations au Gabon. Et ça, c'est un problème. Il faut à un moment donné frapper d'un poing sur la table. On ne peut plus être dans la dictature de l'urgence ou organiser et j'ai envie de dire, et participer pour l'essentiel. Mais non, on doit pouvoir organiser pour gagner. Pour gagner, finalement. Le sport, c'est la vie. Mais en même temps, quand on gagne, ça nous donne la volonté de gagner encore plus. Voilà, la culture de l'excellence à tous les niveaux. On a vu, il y a des jeunes Gabonais qui évoluent à l'étranger. Il y a un sprinter, Gora. C'est des gars qui font des très belles performances. Des belles performances, mais sauf que le problème, c'est que le cadre gabonais n'est pas bon. Si ceux-là vont... Voilà, si on produit des meilleurs athlètes à l'étranger, c'est que c'est le cadre gabonais qui n'est pas bon. Il y a un problème. Pourtant, il y a des bons praticiens au Gabon. Bien sûr. Mais voilà, il faut simplement faire le ménage. Et pourtant, merci beaucoup, Louis-Philippe Badinga, rédacteur en chef de l'agence gabonaise de presse. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci Marielle, c'était vraiment une vraie performance, mais un réel plaisir. Un réel plaisir partagé. Merci à vous Gaël, toujours aussi d'entrain à parler de ces questions de sport. On reconnaît en vous le sportif. Merci beaucoup pour votre participation. C'est toujours un plaisir, Marielle, quand on parle de sport et quand on regarde qu'on a la capacité, on a les aptitudes pour faire comme les autres, mais que sur le terrain, il n'y a rien. Ça déçoit un peu, surtout quand on est journaliste sportif et on côtoie un peu ces athlètes gabonais. On sait qu'il y a de la matière. Malheureusement, autour, il n'y a pas l'organisation qui... On espère toujours que les choses pourront bouger un jour. En tout cas, la tutelle nous a écoutés. Merci beaucoup, Gaël, et merci à tous ces chroniqueurs, toujours aussi passionnés et très percutants dans leur analyse pour l'actualité. Michel Tseni, Davilo Obola et Linda Ningon, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. La rétro de l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à très vite sur Gabon 24.